Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à notre webinaire de présentation du manuel d'histoire terminale, que j'aurai le plaisir d'animer en présence de son directeur de collection, donc Guillaume Lequintrec, et Juliette Enrault, qui est la coordinatrice pédagogique du manuel et également l'auteur de nos pages bac. Donc, pour ma part, je me présente, je suis Emmeline Marx, l'éditrice en charge du manuel. Donc déjà, dans un premier temps, petit point technique, est-ce que tout le monde m'entend et me voit? Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous pouvez peut-être l'écrire dans la zone prévue pour les questions, uniquement s'il y a un problème? Donc, en attendant un petit peu d'accueillir tout le monde, que tout le monde se connecte, pour laisser un peu de temps aux gens de se connecter, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler le rendez-vous. Donc, on va procéder en deux temps. Donc, une présentation du manuel par Guillaume et Juliette de 20 minutes environ. Un temps d'échange avec vous d'une vingtaine de minutes également, voire un peu plus si vous le souhaitez, si vous avez davantage de questions. Voilà, on est un peu comme vous, pour tout vous dire, avec vos classes virtuelles et l'enseignement à distance. On teste un peu voilà, les conférences virtuelles. On croise les doigts pour que tout se passe bien et on espère que vous nous pardonnerez d'éventuels petits couacs. On est un peu tributaire des connexions de chacun. Donc, à ce propos, vous allez avoir un diaporama qui va être diffusé pendant le webinaire. Vous risquez de noter parfois un petit décalage entre ce que disent Guillaume et Juliette et l'image qui va s'afficher, mais si c'est le cas, on en est désolé. Mais voilà, encore une fois, on est un peu tributaire des connexions des uns des autres. Donc voilà. Alors, pour ce qui est de la barre d'outils en haut de l'écran, ça vous permet de gérer vos paramètres, notamment de choisir vos préférences en matière de caméra. Donc, je vous conseille de sélectionner afficher la personne qui parle dans l'onglet en haut, là, avec les petits bonhommes. Ce sera plus agréable pour suivre le webinaire. Vous pouvez aussi redimensionner les fenêtres. N'hésitez pas à agrandir celle qui diffuse justement le diaporama dont je vous parlais, si vous voulez bien voir ce dont on parle. Donc, vous pouvez remarquer aussi un petit menu à droite de l'écran qui met des documents à votre disposition. Donc, vous trouverez le PDF du livret spécial enseignant qui sera aussi dans votre spécimen papier. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et voilà, n'hésitez pas à le consulter. Vous y trouverez de nombreuses informations sur le livre du prof, les offres numériques, la préparation au bac, et j'en passe. Voilà. Vous avez également dans ce petit menu un autre PDF qui contient tous les liens utiles qui seront cités lors de ce webinaire, donc le feuilletage du manuel numérique, la démo numérique, le site d'actu. Je vous invite à vous y reporter après notre rendez-vous et puis normalement vous devriez trouver toutes les informations utiles. Et très important, vous trouverez également dans le même petit onglet le module questions qui va vous permettre finalement d'échanger avec nous et de nous adresser vos questions. Donc, qui seront recueillies par Carole, qui est la directrice éditoriale des sciences humaines chez Nathan, Laure, qui travaille au service marketing chez Nathan, et Pauline, qui est l'éditrice en charge du numérique. Donc, elles vont vous répondre au fil de la présentation et puis Guillaume et Juliette répondront à certaines de vos questions à l'oral durant justement le temps d'échange et je leur poserai vos questions. Donc voilà, on va vraiment essayer d'en traiter un maximum, mais si on n'y arrive pas, pardonnez-nous. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a une FAQ qui va vous être transmise à la suite du webinaire, donc vous aurez les réponses à vos questions. Si vous avez des problèmes de connexion, que vous vous connectez en retard, que vous avez des problèmes de son, etc., rassurez-vous, vous recevrez le replay du webinaire. Voilà, on va pas tarder à commencer. Je tiens juste à faire un petit point sur justement les spécimens. Donc, pour vous rassurer, malgré le contexte, on a vraiment tout mis en œuvre pour être prêt et les manuels sont bien imprimés. Ils seront bien livrés dans les établissements d'ici fin mai. Donc, vous pourrez passer les chercher pour avoir le plaisir de les feuilleter en vrai. Donc voilà, petite avant-première pour le manuel Lequintrec. En tout cas, il est là, il existe. Voilà, donc j'espère qu'on va passer un moment agréable et instructif ensemble. Et je vais laisser la parole à Guillaume et Juliette. Guillaume, Juliette, est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci Emeline et bonjour chers collègues. J'ai appris la semaine dernière le mot webinaire et je suis
content qu'on ait cette façon moderne un peu de dialoguer dans le contexte actuel. Ça fait 20 ans que je dirige une collection d'histoire chez Nathan. J'ai vu passer pas mal de programmes et j'ai toujours essayé dans mes manuels d'adapter le mieux ce programme aux attentes de vos élèves et de vous-même. Et je travaille avec Juliette. Bonjour, donc je m'appelle Juliette Enrault, j'enseigne au micro-lycée de Paris, qui est une structure publique de raccrochage scolaire. Mon poste précédent était en section internationale britannique, donc ce qui est un grand écart en termes de public et de situation de classe, riche de défis pédagogiques. Et je suis auteure chez Nathan depuis 2011 et coordinatrice pédagogique depuis 2018. Merci à tous les deux. Alors, bon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Guillaume, est-ce que tu peux déjà nous présenter l'équipe, nous dire qui est derrière ce manuel et finalement aussi comment on travaille? C'est une vraie équipe, c'est ça que je trouve que j'ai envie de dire. Il y a une dizaine d'auteurs assez jeunes qui travaillent dans des établissements avec des publics assez variés, mais on se connaît tous très bien. On travaille énormément ensemble, tant qu'on a pu travailler en présentiel, mais presque jusqu'au bout, malgré les grèves et la pandémie. Et ce travail d'équipe, il est vraiment pour moi très important. On partage cette passion, cette envie de transmettre l'histoire. Il y a 10 auteurs, il y a aussi Juliette, donc, qui m'aide à superviser le manuel sur le plan pédagogique, Emeline, bien sûr, mon éditrice. Et puis, on travaille avec un iconographe, c'est extrêmement important, le choix des images, et également avec un infographiste qui nous aide à concevoir donc, une charte graphique pour toutes nos infographies. Voilà. Et ce manuel, on l'a vraiment conçu sur mesure par rapport à ce programme. Oui, alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du programme, de ses enjeux aussi finalement, et nous expliquer comment on a pensé le manuel? Alors, ce nouveau programme de terminale, il traite donc une période, je pense, qui vous est assez familière, chers collègues, donc la période contemporaine de 1929 à nos jours. Bon, c'est plutôt rassurant, je pense, sauf que c'est un programme très lourd, donc il faut vraiment faire un effort de synthèse. C'est le manuel est là pour essayer d'y aider. Et puis je vois un deuxième éventuel inconvénient à ce programme, c'est sa structure hyper chronologique. Bon, c'est peut-être rassurant d'un certain côté, mais ça signifie qu'au sein d'un même chapitre chronologique, on doit manier, relier des thématiques différentes. Par exemple, dans le chapitre 4, il faut parler à la fois de la fin de la Seconde Guerre mondiale et du début de la guerre froide. Le manuel a été conçu pour permettre au mieux de faire avec ces difficultés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment du cousu main, page par page, du sur-mesure. Par exemple, on a un peu changé par rapport au manuel de première et de seconde. On a adapté la maquette à ce nouveau programme, c'est-à-dire que désormais, chaque leçon est suivie directement des points de passage et des dossiers qui traitent du même thème. On voit là, par exemple, pour le chapitre 4, on a un premier bloc, en quelque sorte, autour du bilan de la Seconde Guerre mondiale, et puis un second bloc autour du début de la guerre froide. Voilà comment on s'est adapté à ce programme. Si vous voulez bien, je vais présenter rapidement les différents types de double pages qui constituent chaque chapitre. Bien sûr, d'abord l'ouverture de chapitre, avec un grand document unique en page de droite. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment exploiter un document, donc évidemment, il faut faire des choix. Et en bas de la page de gauche, on a prévu ce qui est nouveau. C'est pas seulement une légende de l'image, ce sont des éléments d'exploitation de cette image pour le professeur et ses élèves. Et puis, dans cette page de gauche, on a une vraie introduction. Moi, je pense que c'est important. Elle a un peu disparu souvent dans les manuels. L'introduction du chapitre, on est en terminale, et je pense que c'est une bonne chose d'avoir eu cette intro un peu substantielle. Voilà. Ensuite, on a bien sûr les doubles pages repères, une ou deux, si nécessaire, double page repères, avec d'abord en haut à gauche
un petit module, si j'ose dire, de navigation dans le manuel. Ça me paraît important vu le fait que les mêmes thèmes se retrouvent dans plusieurs chapitres. Je pense que c'est intéressant de l'avoir pour les élèves. De même, la frise chronologique permet d'articuler les thématiques du chapitre, puisqu'on a, par exemple, là, 2 bandeaux qui correspondent aux 2 grandes thématiques d'un chapitre. On a fait un gros travail sur ces frises en essayant bien sûr qu'elles soient à la fois complètes et lisibles. Dans ces doubles pages repères, on trouve beaucoup de cartes. Il y a énormément de cartes dans le manuel. Des cartes toujours adaptées à la chronologie du chapitre, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, bien sûr, si nécessaire, des organigrammes. Par exemple, quand on traite de la 4e et de la 5e République, il faut pouvoir comparer les institutions grâce à ces organigrammes. Ensuite, bien sûr, il y a les cours, la double page de cours. On a comme principe toujours un cours, uniquement le cours sur une double page, sans document, avec simplement du vocabulaire et des infographies, qui ne sont pas des documents complémentaires, mais des aides qui font appel à la mémoire schématique de l'élève pour compléter le cours. La typographie nous a permis d'avoir un contenu assez dense. Encore une fois, on est en terminale, donc le cours doit quand même être relativement substantiel. Ici, par exemple, pour parler de la 4e République, on commence par les institutions, parce que même si le programme insiste plutôt sur la place de la France dans le monde, il faut aussi traiter cette question politique. Ensuite, dans une deuxième partie, on voit la question majeure à laquelle la 4e République est confrontée, la décolonisation, et on enchaîne la troisième partie sur ce qui est au fond un peu le substitut à la perte de l'Empire, l'Europe, la construction européenne, dans un contexte de guerre froide. Pour épauler le cours, pour épauler la première partie, vous voyez, on a une petite chronologie en bas à gauche qui montre aux élèves que les Françaises et les Français, en moins de 2 ans, ont voté au moins 6 fois. Et puis, pour épauler la deuxième partie, on a en bas de la page de droite une infographie assez simple, un petit bilan de l'évolution de l'Empire, où on joue sur un code couleur facile à comprendre. En rouge, les guerres de décolonisation, en orange, la répression, et en vert, les éléments de négociation et les indépendances accordées par la 4e République. Ensuite, on a bien sûr les points de passage, les fameux points de passage qui sont un peu la nouveauté de ces programmes. On a voulu que dans ce manuel, il soit particulièrement facile à repérer avec ce bandeau vert en haut de la double page. On a conçu aussi, dans cette colonne de gauche en rose, une rubrique contexte qui a pour but d'articuler le mieux possible cours et points de passage en apportant donc des éléments précis. Le professeur peut traiter le point de passage comme il l'entend, d'une manière approfondie ou plus rapide. Par exemple, ici, la légalisation de l'IVG par la loi Veil en 1975. Si on veut la traiter assez vite, on peut se concentrer sur le document fondamental, bien sûr, le discours de Simone Veil devant l'Assemblée nationale. On propose ici des extraits assez longs dans le document 1 de ce discours. Et on propose aussi d'ailleurs un questionnement spécifique, une sorte de gros plan, c'est cette rubrique, les grands discours, avec un questionnaire complet sur ce seul texte. Si on veut approfondir un peu plus la question, on a évidemment d'autres documents. On a été chercher, par exemple, dans les débats parlementaires, un texte d'opposition à la loi Veil. On a trouvé ce texte assez hallucinant, d'ailleurs, qui permet d'ailleurs aux élèves de faire réfléchir les élèves sur l'évolution des mentalités, parce qu'aujourd'hui, ce texte est quasiment, presque drôle. Ça permet d'avoir une réflexion historique avec les élèves. On peut aussi, bien sûr, parler du manifeste dit les 343 salopes. On voit la couverture de l'Observateur dans un document. Et puis, on a une petite rubrique repère qui fait allusion au fameux procès de Bobigny. Il y a une vidéo qui est aussi un élément de contextualisation intéressant pour ce point de passage. Alors, on ne s'est pas contenté des points de passage. Il y a également des dossiers, d'autres dossiers dans ce manuel. Ces dossiers sont parfois sur des thèmes incontournables et parfois sur des thèmes un peu plus originaux.
Ici, par exemple, on a choisi un thème qui peut paraître original, Alger, capitale du tiers-monde, mais qui réunit, nous a-t-il semblé, très bien les différents thèmes, les différentes problématiques du chapitre. On a à la fois, avec le document 1, le discours de Boumedienne, la rhétorique tiers-mondiste. On a aussi la guerre froide, puisqu'on découvre que des Black Panthers sont accueillis à Alger. On a aussi un peu l'esprit festif post-68, avec le grand festival panafricain organisé à Alger en 69. Voilà pour ce dossier original. On peut en donner un autre exemple peut-être. C'est un dossier consacré à la culture jeune des années 80. Je pense que ça parlera à beaucoup de professeurs et même d'élèves. Et je pense que c'est intéressant de montrer aux élèves qu'on peut faire de l'histoire aussi qui prend en compte l'émergence du rap, des radios libres, des jeux vidéo, des mangas japonais, et de construire un peu cette notion de culture jeune dans ce chapitre. On a prévu des dossiers sur une seule page qui permettent peut-être de se centrer plus sur le questionnement type bac ou E3C. Là, on en voit deux exemples. D'ailleurs, c'est dans nos manuels depuis assez longtemps qu'on trouvait ces éléments de dossier sur une seule page, bien centrés sur les épreuves du bac. Et puis, pour finir, évidemment, une double page révision-synthèse, pensée vraiment là pour les élèves, avec un schéma de synthèse. J'accorde énormément d'importance depuis très longtemps à ces schémas de synthèse. On les a travaillés, retravaillés avec des infographistes. On a là de vrais schémas de synthèse. Ça a été parfois très difficile à faire parce qu'il faut articuler encore une fois des thématiques très différentes dans un même chapitre. J'espère que le résultat vous convaincra. Voilà pour ces pages synthèse. Emeline, oui, tout à fait. Je reprends la parole. J'ai coupé mon micro pour pas te déranger. Donc maintenant, comme on parle de révision, c'est le moment d'aborder le sujet brûlant du bac. Juliette, c'est à toi. Qu'en est-il du bac et comment le préparer, surtout grâce au manuel? Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question de qu'en est-il du bac, par contre. Mais bon, alors, le bac, la préparation au bac dans le manuel de terminale de l'année prochaine. Bon, cette année, nous avons eu plus de temps que l'année dernière. Parce que l'année dernière, il a fallu qu'on écrive quand même 3 manuels d'un coup. Ça a été très, très, très serré. Résultat, on a pris le temps de repenser, de faire évoluer ces pages cette année. Et donc, à la fin de chaque chapitre, on trouve assez classiquement 2 doubles pages méthodes. Ici, vous voyez une double page méthode sur l'analyse de documents. Derrière, vous avez une page sur la question problématisée et une page avec 3 bacs blancs. Compte tenu de la nature des épreuves de tronc commun, qui oblige les élèves à être très rapides, l'idée est de les entraîner à analyser un document ou à répondre à une question problématisée de manière rigoureuse et efficace. Et pour cela, il faut qu'ils s'exercent. C'est le premier des 3 principes qui nous ont guidés. L'acquisition de méthodes suppose une mise en activité. Donc, par exemple, ici, nous sommes dans le chapitre 9, nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux depuis les années 1990. Donc, vous voyez que les activités sont scandées en 3 étapes. Ça sera le cas à chaque fois. Donc, analyser le sujet, mobiliser ses connaissances et organiser ses idées, rédiger l'analyse de documents. Alors, si on regarde de plus près l'étape 2, en zoomant dessus, pour les analyses de documents, notamment iconographiques comme ici, là, il y en a 2, un des enjeux me semble être de faire distinguer aux élèves les éléments de description et, ou les citations des éléments d'analyse. Donc, en répétant cette activité, on apprend aux élèves à éviter la paraphrase et à vraiment entrer dans l'explication et dans l'analyse en utilisant ces connaissances. Donc, voilà, c'est l'objectif de cette activité. L'avantage aussi de la présentation sous forme de tableau ici, c'est que l'élève comprend que les documents ne se traitent pas l'un après l'autre, mais en parallèle. Voilà pour ce premier exemple. Autre exemple, alors là on est dans le chapitre 8, un tournant social, politique et culturel, la France de 1974 à 1988. Donc là on a sur la page de gauche, on a la méthode pour répondre à la question problématisée. Et les bacs blancs à droite, c'est donc à chaque fois 2 sujets de questions problématisées et une analyse de doc supplémentaire. Donc ici, il s'agit de sélectionner des exemples, donc l'étape 2, encore on zoome dessus, qui vont venir soutenir des idées.
Ça me paraît un point important à travailler pour comprendre qu'un fait n'a d'intérêt que s'il vient nourrir un raisonnement, répondre à la problématique. Voilà. Alors, parfois, on a privilégié le développement de l'étape 3, comme ici. Donc là, c'est une analyse de documents sur la guerre d'Espagne dans le chapitre 2 sur les régimes totalitaires. Il s'agit d'analyser un paragraphe en repérant à quelle partie du développement il appartient, parce que les élèves dans l'étape 2 ont repéré aussi, ont travaillé sur le plan. Il faut repérer les mots de liaison, les connecteurs logiques, et puis les différentes parties donc, de ce paragraphe, avec une partie qu'il introduit, les informations prélevées dans le texte, les explications et l'analyse s'appuyant sur les connaissances personnelles. Alors cette étape de rédaction, elle ne se concentre pas sur le style, mais bien sur la manière dont on rédige une argumentation logique, un raisonnement. Et ensuite, l'élève est invité à faire la même chose sur pour un deuxième exemple. Et en fin d'étape 3, à chaque fois, l'élève est toujours invité à poursuivre la rédaction. Voilà, tous les tableaux, toutes les activités et tous les corrigés sont imprimables en PDF ou peuvent être aussi travaillés sous format numérique, on le verra plus tard. Ce qui m'amène à un autre grand principe qui a guidé la conception de ces pages, c'est d'alléger au maximum la charge de travail des professeurs, qui sont notre charge de travail donc, et je compte bien en profiter l'année prochaine, parce qu'on est parfois amené à préparer plusieurs programmes d'un coup, et donc elles peuvent être exploitées clé en main si on le souhaite. Alors, on a fait rédiger des corrigés complets pour tous les sujets qu'on propose aux auteurs, ce qui signifie qu'à raison de 2 sujets guidés et par chapitre, 3 sujets, 2 3C blancs par chapitre aussi, donc il y a 11 chapitres, ça nous fait en tout 55 corrigés disponibles. Alors, il ne vous aura pas échappé que cette année, on n'a reçu aucun corrigé type pour accompagner la Banque nationale de sujets. Ni nos corrections de 3C d'ailleurs. Il a été laissé à la libre appréciation de chacun d'entre nous de décider ce qu'on pouvait attendre comme production d'élèves en 1 heure. La banque commune qu'on vous propose ici, eh ben nous, elle est fournie avec les corrigés. Voilà. Et bien sûr, vous les amenderez, les reformulerez, les couperez, les compléterez, mais c'est une base commune que nous vous soumettons en toute humilité, mais qui peut vous faire gagner un temps fou. Et donc, je tiens à préciser que c'est rédigé par les auteurs et que donc on propose que des corrigés de qualité, c'est-à-dire on n'a pas imprimé des mauvaises problématiques ou un mauvais plan ou même des fautes d'orthographe, ce que j'ai pu voir parfois en demandant à l'élève de les corriger parce que ça nous paraît complètement productif d'un point de vue pédagogique. Voilà, donc c'est le fameux « ne pensez pas à un éléphant rose hein ». Si je vous dis ça, vous allez retenir l'éléphant rose, enfin vous allez y penser. Donc nous, on n'imprime que des choses de qualité. Voilà. Et puis alors le troisième principe, c'est s'adresser à tous les types d'élèves, permettre à chacun de produire quelque chose selon son niveau, le temps dont il dispose, sa motivation et favoriser son autonomie. C'est un principe d'autant plus important qu'il est possible que l'on repasse par des phases d'enseignement à distance l'année prochaine. Donc là, on est dans le chapitre 1, l'impact de la crise de 1929, des équilibres économiques et sociaux. Il s'agit ici de faire trouver les informations aux élèves dans le manuel pour nourrir un sujet de questions problématisées qui est quelles sont les conséquences sociales et politiques de la crise des années 1930 dans le monde. Donc, il me semble plusieurs intérêts à cette activité. D'abord, faire manipuler le manuel par les élèves pour qu'ils s'y repèrent, pour qu'ils se familiarisent avec cet objet, qu'ils apprennent à l'exploiter. Ça peut aussi les aider à leur faire comprendre, ça peut aussi leur faire comprendre qu'un document peut aussi venir nourrir une réponse à une question, ce qui n'est pas du tout une évidence pour eux. Ils ne pensent pas spontanément à aller utiliser les documents pour cela. Voilà, donc ça c'est juste un échantillon. Il y a plein d'autres activités. Elles ne sont pas forcément toutes sous forme de tableau. Il y a une grande variété dans les activités qu'on propose. C'est un appareil pédagogique qui est conçu pour entraîner les élèves aux épreuves, mais pas seulement. Il s'agit d'exercer leur esprit logique, leur raisonnement, leur argumentation, leur rédaction en autonomie, puisque les E3C ne sont, n'est-ce pas une fin en soi. Il s'agit aussi de prendre en compte la diversité des publics, des situations de classe et des circonstances pour que vous soyez toujours en mesure de proposer des activités adaptées et utiles, rigoureuses, mais aussi un peu ludiques souvent. Voilà, pour cette présentation des pages bac. Merci beaucoup Juliette pour cette présentation.
On va passer maintenant au sujet du numérique qui intéresse, je pense, un certain nombre d'entre vous. Donc justement, Guillaume, on sait qu'une partie des enseignants utilisent dorénavant avec les élèves des manuels numériques. Est-ce que tu peux nous dire combien il y a de ressources numériques dans notre manuel et quelles sont-elles? Voilà. Ah bah, il y en a plus de 300, de nature très diverse. Il y a 70 vidéos, par exemple, dans le manuel. Il y a de très nombreuses cartes et schémas interactifs. Les schémas de synthèse, par exemple, sont interactifs et on peut faire un véritable travail pédagogique sur la construction d'un schéma de synthèse aussi. Moi, je pense que c'est intéressant avec les élèves. Et puis, on propose aussi tous les cours en podcast et même aussi avec un texte 10. Juliette, tu peux peut-être Oui, développer. alors ça, oui, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Donc, dans nos manuels, nous, les professeurs, on peut sans effort supplémentaire s'adapter aux élèves 10 à besoins particuliers, plus particulièrement ceux qui souffrent de dyspraxie ou de dyslexie et qui peuvent s'aider du cours en podcast. Et des textes proposés, les textes sont tous proposés dans une police et un interlignage spécial 10. Voilà. Et j'enchaîne d'ailleurs pour vous dire que dans le manuel numérique, on propose tous les exercices des sujets guidés, des pages bac en format numérique. Les tableaux, par exemple, vous trouverez les exercices en mode glisser-déposer. Donc, l'exercice peut être un peu plus facile parce qu'il permet à l'élève de choisir parmi des phrases déjà rédigées pour compléter le tableau. Ça permet de la différenciation pédagogique. Chaque corrigé rédigé, tous les corrigés sont aussi mis en activité numérique. Par exemple, il va s'agir pour l'élève de remettre dans l'ordre les paragraphes qui constituent chaque partie. Et d'ailleurs, ça nous a obligés à rédiger des corrigés extrêmement logiques et bien structurés pour que l'exercice soit faisable. Voilà. C'est un gros boulot et merci à toi, Juliette, de l'avoir fait. Justement, juste pour faire un petit point numérique, la démo numérique est en ligne pour le chapitre 5. Donc, n'hésitez pas à la tester. Vous pouvez trouver le lien dans les fameux documents à disposition dont je vous ai parlé. Sinon, voilà, on vous enverra tout ça. Les autres chapitres vont suivre, hein, bien sûr. Tout sera enrichi. On travaille dur. Et tout ça, ce sera prêt à l'été. Donc, je vous rappelle où trouver vos ressources numériques. Donc, c'est accessible via le manuel numérique, enseignants et élèves, via Nathan Live, notre application qui permet de scanner les pages du manuel papier, et via, bien sûr, les sites compagnons, profs et élèves que vous connaissez certainement. Voilà, en tout cas, l'offre est expliquée dans le livret enseignant encarté dans le spécimen et également à votre disposition en version numérique dans les petits documents dont je vous parlais à l'instant. Et voilà, pour ceux que ça intéresse particulièrement, cette question du numérique, il y a un webinaire spécifique prévu le 27 mai. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez plus d'informations. Voilà, on va passer à un autre sujet et le dernier, en fait, avant le temps d'échange des questions. Donc, c'est le livre du prof. Guillaume, est-ce que tu peux nous faire un petit point de situation sur le livre du prof? On est en train de l'écrire. C'est un très gros travail, le livre du professeur. Et là, c'est l'auteur, le Quintrec, qui vous parle. Parce que moi, j'écris toujours un chapitre dans mes manuels. Et je suis en train de faire donc, le livre du prof, de mon propre chapitre. C'est un gros travail, mais c'est un travail stimulant parce que, au fond, ça permet à l'auteur de valoriser son travail en donnant aux collègues toutes les clés de compréhension. Puis l'idée aussi qu'on peut vous aider un peu quand même. Il y a énormément de boulot maintenant avec les nouveaux programmes et qu'on peut vous aider un petit peu, vous gagner un peu de temps avec le livre du prof. C'est finalement assez gratifiant, je trouve. Voilà. Alors, on aura bientôt fini. La version numérique sera disponible début juillet et la version papier à la fin du mois d'août, je pense. Hein, si tout va bien. Oui, tout ira bien. Voilà. Bon, on a terminé en tout cas notre présentation. Donc, merci à tous pour votre attention. On va maintenant répondre à certaines de vos questions. Alors, je regarde tout ça. Posez-nous des questions. Ah, j'ai une question intéressante. Guillaume, peut-être que c'est plus pour toi. En quoi, finalement, notre manuel est
différent des manuels concurrents? Donc c'est une question de Laurent. Je pense qu'on peut parler notamment du travail qu'on fait pour sélectionner nos documents. Ça, Oui, c'est alors, un vrai boulot. bon, d'abord, c'est un exercice un peu difficile hein, de dire qu'on est meilleur que les autres. Voilà, il y a la concurrence, tous les manuels sont tous de bons manuels. Bon. Nous, je crois que enfin, on attache vraiment une importance particulière à la rédaction des leçons. Les nouveaux auteurs, d'ailleurs, sont un peu étonnés au départ quand ils découvrent ce travail. C'est ce qui demande un travail énorme, la rédaction des leçons, puisqu'il faut à la fois un contenu scientifique actuel, normalement irréprochable, et en même temps travailler l'accessibilité. On a un format relativement synthétique, et c'est un travail très très lourd que d'arriver à cette synthèse qui doit être à la fois précis sur le plan scientifique et clair pour nos élèves. Et Je puis, si je pense peux que... Oui. rajouter aussi, enfin, ton travail, Guillaume, c'est aussi d'harmoniser le style, que ce soit agréable à lire, ce qui est aussi, vu les contraintes éditoriales de mise en page, de nombre de signes et tout, c'est du grand art. Merci. Bon, c'est un vrai Et boulot. un autre point peut-être qui peut distinguer nos manuels, enfin, ou les singulariser, c'est l'importance qu'on attache à tout l'aspect infographique. On a fait un très très gros travail là-dessus, qui peut-être parfois bouscule un peu les habitudes visuelles, mais dont moi je suis assez satisfait. Alors j'espère que vous serez convaincus, vous aussi. C'est un peu le but. Oui, c'est clair, notamment pour nos schémas de synthèse, hein. On pourrait montrer par exemple celui, page 141 du chapitre 4. C'est sûr que ça peut peut-être heurter un peu, mais c'est vrai que c'est clair et finalement ça permet de bien synthétiser le chapitre à chaque fois. Et il y a des élèves pour qui je pense que c'est important d'avoir cette vision-là aussi. Ben, Donc, ouais. enfin, en tout cas, puisqu'on me pose la question, on peut dire qu'on est quasiment je pense qu'on est le seul manuel avec de véritables schémas de synthèse. Voilà. Ouais, ça c'est sûr. Après, Emeline, tu évoquais le choix des Ouais. documents. Si on regarde par Bah ouais, exemple parce sur que c'est quand même un gros boulot, notamment quoi. iconographique, si on regarde page Mm. 276, j'y pense comme ça, un exemple. Euh, donc, nous, enfin, notre travail, c'est de choisir des documents qui soient exploitables pédagogiquement. Donc là, et qu'on puisse les faire parler. Mais on a aussi cette contrainte qu'on veut des beaux documents en couleur, forcément, il faut des documents iconographiques. Et il faut aussi qu'ils soient correctement sourcés, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est donc la capacité à les exploiter, à en faire quelque chose, parce que souvent on se retrouve face à un document qu'on ne sait pas, on ne sait pas quoi en faire avec les élèves. Donc là, par exemple, sur le document 2, il est un peu petit, mais si on zoome sur la guerre civile au Libéria, voilà, ce que moi j'avais insisté pour ce choix-là, c'est pas moi, hein, c'est un auteur qui l'avait proposé, mais je l'aimais bien parce que justement, ça permet de faire constater aux élèves la difficulté de lire ces conflits, ces nouveaux conflits avec un mélange de combattants en civil et de ceux qui portent un uniforme dans le fond, mais dont on ne sait pas vraiment s'ils font vraiment partie de l'armée, la participation des enfants très jeunes, l'état dégradé de l'espace public. Voilà, donc une image esthétique, mais pas à but illustratif. Et sauf document patrimonial ou incontournable, bah, l'idée c'est aussi d'un petit peu renouveler parce que même si les élèves, à chaque fois c'est nouveau, pour nous les enseignants, c'est aussi agréable d'avoir un peu de découvrir des choses. Voilà. Et pour le choix des documents, c'est la partie la plus stimulante du travail, hein, choisir les documents. On y passe énormément de temps. Il y a des documents incontournables, des documents plus originaux. Mais deux exemples rapides. Il y a un point de passage qui demande de comparer les conceptions de Gaulle et de Mendès France. Il est extrêmement difficile de trouver un texte clair présentant la doctrine politique de Mendès France. Ah oui, c'est dans le C'est la chapitre page 6, ça glisse. 195. C'est page 195. Et on a eu énormément de difficultés à trouver. Moi, je pense que ce document-là enfin, en tout cas, il a été difficile à trouver. Bah Et puis oui, un on a autre dû aller chercher à la bibliothèque. Pas toi, non? oui, oui, tout à fait. C'est ça. Moi, cette Et, année, j'avais pas de chapitre, mais quand j'ai un chapitre, bah, je prends 15 jours en août et puis je vais à la BNF et j'essaye de trouver des choses un petit peu originales. Et puis, quelque chose auquel on tient beaucoup, c'est de pas trop les charcuter. Donc, faire attention qu'il n'y ait pas
10 coupes par texte aussi. Alors, j'ai une question de Philippe. Donc là, c'est peut-être plus une question édito. Je vais peut-être répondre. C'est quelle place pour l'oral dans les activités de ce manuel? Donc, on a vraiment essayé, même si on a un tronc commun, de proposer des activités orales qui préparent au fameux grand oral, donc même en tronc commun. Donc, on peut prendre par exemple le parcours B, page 277. Donc, on propose vraiment des activités orales qui sont concrètes en fait et facilement réalisables, surtout pour vous. Donc voilà, peut-être zoomer, comme ça vous pouvez lire. Donc là, il s'agit de préparer une présentation de 5 minutes pour répondre à la problématique. À chaque fois, en fait, c'est ça le but, c'est de répondre à la problématique. Donc ça entraîne en même temps aussi aux épreuves de 3C. Enfin voilà, c'est un peu. On a essayé de faire le lien à chaque fois, le lien entre les différentes épreuves. Voilà, et donc on propose pas mal de petites activités comme ça autour de l'oral, tout au long du manuel. Donc, voilà. J'espère que ça répond à votre question, Philippe. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir demander d'autre? Il faut que je remonte dans mon petit fil de questions. Alors, attendez. Hop. Il y a pas mal de petites choses. Donc, il faut... On est là pour ça. Ouais. On a déjà un peu répondu à celle-là. C'était comment on choisit les documents du manuel. Donc, c'est une personne qui s'appelle Juliette qui demandait ça. Mais bon, on a déjà un peu répondu. Ah, une autre question qui peut être intéressante. Guillaume, quel est le rôle du directeur de collection? Une question de Claire. Le directeur de collection, c'est une espèce de chef d'orchestre. Et puisque c'est ça, l'équipe c'est un peu un orchestre. J'en parlais un peu tout à l'heure. Et moi, je suis d'abord responsable, je dirais, du contenu scientifique. Juliette, du contenu pédagogique. On est en dialogue permanent là-dessus. Enfin, c'est plus compliqué que ça, hein, parce que la pédagogie, ça m'intéresse, et le contenu scientifique, ça intéresse Juliette, évidemment. Mais c'est un peu la répartition des rôles. Il faut dire qu'on multiplie les réunions. Hein. Chaque chapitre est le fait d'un dialogue permanent entre l'auteur du chapitre et puis Juliette, Evelyne, moi-même, voire encore une autre éditrice, l'iconographe, parfois l'infographiste aussi. Et moi, je suis un peu l'animateur de cette équipe, présent à toutes les réunions. Et pour un chapitre, il y a plusieurs réunions. C'est vraiment un travail très long, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, très stimulant parce qu'on en vient à former une espèce de petite famille, quoi. Et puis, je rajouterais que tu aussi, tu nous accompagnes. Les auteurs sont, au départ, quand on est un nouvel auteur, on ne sait pas forcément trop comment s'y prendre. Tu nous guides, et puis même les auteurs anciens, tu nous recadres, tu nous encourages aussi, tu nous consoles. Quand on arrive avec notre première version, qu'on est super content de notre dossier, et puis que là, on nous dit, ah bah non, c'est pas possible, et on nous le supprime, voilà, et c'est un petit peu comme un réalisateur dans une production cinématographique, je dirais aussi. C'est toi qui décides ce qu'on garde, ce qu'on coupe. Ouais. En évitant que ça soit un film d'horreur. C'est ça. Et tu réécris tout au final. Tu réécris tout pour que le style soit harmonisé. Enfin, Oui, bah, c'est un peu mon boulot aussi, oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, j'ai une question intéressante d'Isabelle qui concerne le volume du programme qu'elle trouve inquiétant et elle demande comment utiliser le manuel pour boucler le programme en une année, probablement bousculé. Bah oui. Bah, le manuel. Alors, Isabelle, le manuel, normalement, il est là pour ça. Il est là pour vous aider à, à traiter tout ce programme. Le programme est trop vaste hein, dans le temps imparti. Bon. Alors, je pense que. Vas-y, Juliette. Non, je disais que les pages back, justement, peuvent être une manière de travailler un petit peu, de donner de l'autonomie aux élèves, justement. Vous voyez, si vous vous souvenez, la double page back où il fallait aller chercher les informations dans le manuel pour répondre à une question problématisée, typiquement, voilà, ça c'est un travail que les élèves peuvent faire en autonomie. Après, moi, je m'inquiète pas tellement pour ça, c'est pas forcément une bonne réponse. C'est très bien que vous ayez envie de finir le programme,
Mais bon, avec le système des E3C, on peut aussi se rassurer voilà, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas trop bien traité, ben on choisira pas notre 3C là-dedans. Moi, c'est comme ça que j'ai fait cette année, en tout cas. Hein. Sinon, Mais je en m'en tout cas, serais jamais sortie avec mes ouais. raccrocheurs. Ce qu'on peut dire aussi, ouais, Guillaume, juste, bah, tu m'arrêteras si ça te convient pas, mais quand même, pour les points de passage, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, on a vraiment essayé de les construire, en tout cas pour ça, de façon à ce que on puisse les traiter vite ou les approfondir. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure sur la double page. C'est-à-dire qu'on peut traiter un point de passage en un doc, et puis on a aussi nos fameuses pages dossiers en une page. Donc ça, c'est pareil, ça peut aller vite, ça peut et en même temps, c'est un item du programme. Donc, ça permet de ventiler un peu, quoi. Voilà. Oui. Et on parlait des leçons tout à l'heure, des cours. Si jamais on est obligé, si j'ose dire, de laisser les élèves travailler un peu seuls un chapitre, une partie du programme, franchement, les leçons sont là pour ça quand même. Hein. C'est très compliqué de savoir l'usage qu'on fait des leçons dans un manuel, mais elles sont conçues pour les élèves quand même. Et les nôtres devraient permettre à l'élève de comprendre l'essentiel d'un chapitre seul, confiné, et donc ça peut servir à ça aussi. Moi, les pages méthodes, en tout cas, ont été conçues comme ça par rapport à celles de l'année dernière. C'est vraiment pouvoir laisser les élèves avancer beaucoup plus en autonomie. Mais alors aussi, ce que je dirais aussi, c'est que ce programme de terminale, tout de même, je trouve que les points de passage qui ont été choisis sont un tout petit peu moins déroutants que ceux de l'année dernière, et donc vont peut-être nous permettre aussi de gagner du temps parce qu'on les maîtrise, parce qu'on les a. Enfin, c'est beaucoup plus patrimonial, quand même, beaucoup plus classique que l'année dernière en seconde et même un peu en première. Et là, on gagne du temps. Le classicisme a parfois ses avantages. C'est ça. Juliette, on a une remarque, pas vraiment une question, mais de Brigitte qui nous dit on a tous fait ça pour les E3C. Donc, bon. Merci voilà. Brigitte, parce que je sentais qu'Emeline tiquait un peu en se disant oh là là, pente glissante, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais ouais. Non, mais je sais que c'est aussi une réalité. Bon, disons que si on doit traiter tout le programme, on a essayé de faire le maximum pour que ce soit possible. Voilà. Bon, alors je vais prendre, je pense, une dernière question, enfin quelques dernières questions, puis on va peut-être s'arrêter là. Alors, hop. Ah, on a une question de Corentine qui nous demande comment se passe l'enseignement à distance pour vous. Juliette? Alors c'est pour moi parce que toi, tu es dans le supérieur. Je peux en parler aussi. Mais tu peux parler. Oui, oui. Enfin, je veux dire, je suppose que là, les collègues qui sont présents là, ils sont dans le secondaire. Alors, comment vous dire? Moi, j'enseigne au micro-lycée de Paris. C'est une structure de raccrochage scolaire. C'est des jeunes entre 16 et 25 ans qui ont une rupture dans leur scolarité d'au moins 6 mois et qui reviennent pour passer un bac général. Donc, ils seront fait que première et terminale. Donc, ils ont souvent passé toute l'année dernière à l'hôpital en dépression ou bon, ils ont des situations personnelles très, très compliquées. Et là, ils ont enchaîné la réforme du lycée, les grèves des transports et la pandémie. Et donc, dans ce cadre-là, il faut que je fasse de l'enseignement à distance. Ben, voilà. La semaine dernière, j'avais 9 élèves à mon cours virtuel et j'étais très, très, très contente. C'était un nombre très. Donc, je ne pense pas que je suis la bonne personne vraiment pour vous dire. Enfin, voilà, j'ai vraiment un public très particulier qui a très largement redécroché, même si on reste en contact avec chacun de nos élèves. Au niveau du scolaire, c'est dur. Oui, donc ce qu'on pourrait dire, c'est que, évidemment, nous souhaitons tous le vrai déconfinement. J'espère qu'en septembre, on pourra reprendre de vrais cours. Et en tout cas, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que les élèves sont en demande de vrais cours. Je pense qu'ils ont compris à quel point le cours restait pédagogiquement irremplaçable. Donc, espérons que ce sera le cas. Je voulais juste dire que je découvre les joies du numérique parce que moi, je suis toujours restée sur le manuel papier, mais il est resté au lycée. Et donc, j'ai donné mes identifiants à tous mes élèves et je les fais travailler donc sur le manuel grâce à ça. Et là, je suis bien contente d'avoir cette possibilité-là.
Ah, j'ai une question-remarque de Laurent. Je vais y arriver. Vous posez toujours vos questions avec les verbes de capacité. C'est bien car souvent on doit les reformuler. Et oui, du coup, on les pose toujours comme ça et dans nos parcours, hein, Guillaume. Et ça, c'est vraiment une contrainte pour le coup que les auteurs ont parfois du mal aussi à appliquer. Donc, ouais, c'est le cas pour tous les parcours A de C'est un questions choix qu'on a classiques. fait. C'est un choix qui a été beaucoup discuté. Voilà, et on a fini par trancher comme ça. Et là, ça va mieux cette année. Les années précédentes, ça a été vraiment dur de s'y plier. Là, on a commencé à prendre le pli. Mais on s'habitue, en fait. Bon, et bien voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour des questions qui nous ont été posées. Si j'en oublie encore une fois, excusez-moi, hein, on vous répondra dans la fameuse FAQ qui va vous être envoyée. Je pense qu'on peut conclure pour ce webinaire. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Merci Guillaume et merci Juliette pour votre participation et votre implication. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis j'espère à bientôt pour d'autres webinaires ou d'autres conférences en ligne ou pas. Voilà, bonne soirée. Merci, chers collègues, de votre attention. Bon courage pour la fin de l'année, surtout. Ouais.